Bonjour et bienvenue sur Panoramalt. Vidéo promise, vidéo due, voici mon petit éclairage sur l'impact des fûts sur le vieillissement de notre breuvage préféré. Alors le whisky tout juste distillé, comme celui de la distillerie Moby Dick que j'ai déjà critiqué, contient des saveurs relativement agressives qu'il va falloir supprimer. Le processus de maturation aura donc pour but de dissiper ces saveurs, tout en amenant d'autres beaucoup plus agréables au palais. Nous allons voir comment. Alors en ce qui concerne l'élimination des saveurs acides désagréables, c'est tout simplement la composition chimique et la fibre du chêne qui vont les absorber. En fait, plus le temps passe, plus le fût va filtrer le whisky. C'est pour ça qu'un whisky jeune, pour la même teneur en alcool, paraîtra plus agressif qu'un whisky plus âgé. Maintenant, parlons un peu de l'apport des saveurs. Parmi les composants du bois, nous retrouvons la lignine, dont voici la formule chimique. Sacrée molécule, n'est-ce pas? Eh bien, l'alcool va en fait dégrader, casser cette molécule pour former des aldéhydes, dont celui-ci, qui est l'un des premiers à apparaître. Et ce magnifique composé organique porte un nom, la vanilline. Ça y est, vous commencez à voir le lien? Comme la vanilline va apparaître dès le début de la maturation, on va pouvoir retrouver des arômes de vanille dans des whiskies relativement jeunes. Les esters fruités et floraux vont mettre eux plus de temps à apparaître, et pour les saveurs vraiment plus exotiques du style noix de coco, mangue, eh bien elles proviennent des lactones, qui sont des composés organiques très présents dans le chêne, mais qui vont mettre beaucoup plus de temps à migrer du bois du fût vers l'alcool. Ça se compte en vingtaine d'années. Vous comprenez donc qu'il faut que l'alcool soit le plus possible en contact avec les parois du bois pour que les échanges puissent se faire de façon optimale. De ce fait, plus les fûts utilisés sont petits, plus la surface de contact est importante. Et oui, parce que dans un fût plus grand, certes, il y a plus de volume, mais il y a moins de volume, en contrepartie, qui est en contact avec les parois. Bon, après, il y a aussi une notion de rentabilité. Je pense que, par exemple, si un mec veut sortir 200 bouteilles, il va pas s'amuser à prendre 200 fûts en bois d'1 litre. Là, ça serait une perte incommensurable. C'est comme pour la vidéo que j'avais fait sur la distillerie de Vincent. J'ai dû couper quelques scènes en montage parce que sinon, ça fait trop long. Mais à un moment, il parlait de ses fûts. Et en fait, lui, il avait pris des fûts, des grands fûts, et qui étaient un petit peu trop grands parce que lui, son but, c'était de faire vieillir vraiment peu de temps. C'était 6 mois, je crois, son vieillissement. Les fûts étaient trop grands pour ce qu'il voulait en faire. Donc, il a demandé à un tonnelier de démanteler un de ses fûts et d'en utiliser les planches pour remonter un fût plus petit. Pour qu'avec un temps plus restreint, les échanges puissent se faire quand même et qu'on retrouve des saveurs. C'était très malin de sa part, et d'ailleurs je le salue au passage, car ce joli fût vient de chez lui. Une autre chose à bien comprendre, et pour ça... N'oubliez pas que le bois est une matière vivante. En effet, il va respirer. L'air va circuler entre l'extérieur et l'intérieur du fût. Ce qui fait que l'environnement de maturation est très important également. Car des whiskies en bord de mer, par exemple, pourront se retrouver avec des saveurs marines, iodées, très prononcées. Alors bon, c'est bien beau, on parle de fûts en bois, mais on parle surtout de fûts en chêne, aurez-vous remarqué. Et pourquoi? T'as une idée? Y aurait-il du racisme jusque chez nos amis les végétaux? Ouais, raciste! Et non, ça ne vient pas de là. Alors de temps à autre, on voit des fûts de noyer ou des fûts d'érable. Mais ça, c'est plutôt rare. Le chêne est un bois courant, étanche, robuste et flexible. De plus, comme je l'ai dit plus tôt, il contient entre autres de la lignine et des lactones en proportion tout à fait favorable aux échanges chimiques. Ce qui en fait un candidat tout indiqué pour la maturation du whisky. Mais attention! Il existe plus de 50 variétés de chêne et toutes ne sont pas taillées pour devenir des fûts de maturation, loin de là. Alors les 3 plus courants sont le chêne blanc américain, qui a un grain très serré et qui va donner des notes d'épices et de vanille. Le chêne européen, un petit peu plus poreux, qui va lui donner des notes de fruits secs et de caramel. Et le chêne Mizunara, comme son nom laisse indiquer, est un chêne japonais, qui lui pour le coup va être le plus poreux de tous, donc on aura une plus grande perte de whisky, donc il va être plus indiqué pour les vieillissements assez courts, sinon il y aura une trop grande perte de volume. Et lui de son côté va apporter des notes florales et mielleuses. Donc vous voyez déjà que selon le type de chêne, on peut arriver à apporter des saveurs bien différentes. Mais ça ne s'arrête pas là, sinon ça serait trop simple. Cependant, il y a une chose qui est très importante avant d'arriver à obtenir toutes ces essences. Une fois que le fût est monté... Surtout derrière, vous traitez bien le bois. Eh bien, c'est tout à fait vrai, car lors de la création du fût, le tonnelier va devoir brûler les parois intérieures du tonneau afin de détruire certaines saveurs désagréables et activer les polymères du bois, ce qui va favoriser les échanges chimiques une fois de plus. Bon, attention, l'idée c'est quand même pas de réduire le fût en cendres, on est bien d'accord, mais juste de toaster l'intérieur des parois. En plus des arômes, le fût va aussi apporter texture et couleur au whisky. Le sucre et le glycérol, encore une fois contenu dans le bois, qui va se transférer dans le liquide au fur et à mesure du temps, va pouvoir donner au whisky une texture plus fluide, plus suave, un petit peu qui glisse tout seul sur le palais. En fait, si on y réfléchit bien, c'est sur la langue qu'il glisse, parce qu'il ne glisse pas sur le palais, mais sous le palais, à moins que vous ne buviez la tête en bas. Enfin, au niveau couleur, dès les premiers mois de vieillissement, le whisky va se teinter d'une belle couleur dorée. Après, selon le type d'alcool qu'il a contenu, la teinte pourra varier du jaune très clair jusqu'au rouge sombre. Donc, on vient de voir que plus le whisky restait en fût, plus l'alcool interagissait avec le bois, et plus il gagnait en saveur. Alors du coup, vous allez me dire,
Plus un whisky est vieux, plus il sera savoureux. Non, 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 non. Déjà, avant de parler de ça, il faut savoir qu'il y a un phénomène dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos qui s'appelle la part des anges. C'est une évaporation naturelle du liquide contenu dans le fût qui va faire disparaître en moyenne 2% du volume total par an. Donc déjà pour un 12 ans d'âge, ça veut dire qu'on aura perdu plus de 20% du volume total. Donc déjà niveau économie, c'est pas vraiment rentable. Et en plus de ça, au bout d'un certain temps, le bois n'aura plus beaucoup de molécules à dégrader, donc les échanges chimiques vont se faire plus rares et l'impact sera moindre. Prenons par exemple les whiskies tourbés. Il faut savoir que le goût de tourbé sera présent à son maximum dès le début de la maturation. C'est pourquoi certains excellents whiskies tourbés n'ont besoin que de 5 ans pour être au top. Passé 12 ans environ, les arômes tourbés vont perdre en intensité pour ne faire que décliner. Néanmoins, il n'est pas inintéressant de garder un whisky tourbé dans un grand vieillissement, du 16, du 18 ou du 21 ans par exemple, car à contrario, c'est là où les saveurs épicées vont atteindre leur paroxysme. En revanche, il va perdre en arômes boisés, tourbés et en caractère. Tout dépend de ce qu'on cherche. Pour les Scotch whisky, le juste milieu se situe aux alentours de 8 ans, où caractère, saveurs boisées et saveurs épicées auront la même intensité. Ensuite, tandis que les saveurs épicées vont, elles, monter en puissance, tout le reste va perdre en intensité. Mais on a encore un autre paramètre qui va entrer en jeu, tout va dépendre du type de fût. S'il est neuf par exemple, ou si à l'inverse il a déjà servi pour beaucoup de maturation, son rendement ne sera pas optimal. Encore une fois, il faut trouver le juste milieu. Il y a un dicton qui dit « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ». Alors certes, il faut que le pot ait déjà servi un peu, mais s'il a trop servi et qu'il est usé jusqu'à la moelle, ça sert plus à rien non plus. Donc ça c'est pour les Scotch whisky, car la question ne se pose pas du côté des bourbons, puisque la réglementation leur impose de vieillir uniquement dans des fûts neufs. Et bien entendu dans des fûts de chêne américains. Mais le fait qu'ils soient neufs justement va changer la donne. Les saveurs boisées vont être perdues beaucoup plus rapidement que sur un fût déjà utilisé, tandis que les saveurs épicées vont augmenter beaucoup plus rapidement, et le caractère va perdurer plus longtemps avant de décliner que sur un fût déjà utilisé. Tout le caractère en fait va atteindre son plein potentiel dans les fûts de chêne américains neufs autour de 6 ans. C'est pour ça qu'à l'instar des whiskies tourbés, la plupart des bourbons peuvent être excellents à partir de 5 ans. Des bourbons vieillis plus longtemps vont perdre un petit peu leur caractère bourbonnesque, j'ai envie de dire, pour laisser place par contre à un bouquet d'épices des plus extraordinaires. J'ai notamment eu l'occasion de goûter certains bourbons 12 ans, ça n'a rien à voir. J'adore le bourbon jeune, le bourbon à 5 ans, il y en a des excellents, mais le 12 ans c'est un autre monde aussi. Donc vous l'aurez compris, plus vieux n'est pas forcément synonyme de meilleur. Tout dépend de ce qu'on recherche, bien entendu, mais aussi du type de fût utilisé. Encore une fois, s'il a été sur- ou sous-employé, on aura beau laisser le machin dedans vieillir une trentaine d'années, ça va pas donner des merveilles. L'idéal à ce compte-là étant un fût de premier remplissage. C'est-à-dire, en fait, c'est un fût qui contient pour la première fois du whisky, mais qui a déjà servi à la maturation d'autres alcools. Et d'ailleurs, en parlant de ça, un autre paramètre rentre en compte. Le type d'alcool précédemment contenu dans les fûts va avoir une énorme importance sur le goût final. Le bourbon apportera ses notes sucrées caramélisées. Les whiskies tourbés, évidemment des notes de tourbe. Le rhum va lui apporter des notes sucrées, vanillées et de fruits exotiques. Le sherry oloroso va amener des saveurs de fruits rouges et un petit goût de noix également. Le sherry amontillado, des saveurs plus acidulées et un petit peu sucrées. Le porto, des notes fruitées épicées. Le sauterne, des notes de fruits sucrés et un petit peu citronnés. Bref, là encore, je fais un bref résumé, mais il y en a tellement que je peux pas tout vous citer. Donc vous voyez bien que selon le type d'alcool qui était contenu avant, là encore, on va pouvoir influer sur le goût du whisky. Alors vous allez me dire, c'est déjà très compliqué tout ça. Oui, mais c'est pas fini. Parce que là, je vous parle uniquement de simple maturation. C'est-à-dire que entre sa mise en fût et sa mise en bouteille, le whisky n'a pas changé de fût. Mais on peut très bien le laisser maturer tant de temps dans un type de fût, tant de temps dans un autre, ensuite tant de temps dans un troisième. C'est ça qu'on appelle les doubles ou triples maturations. Après, il y a aussi la notion de finition. C'est quand on fait vieillir dans un laps de temps plus court, 1 an ou 2 en général, dans un autre type de fût, pour apporter des petites notes au produit final. Alors, vous l'aurez bien compris, en termes de maturation, On fait ce qu'on veut. et c'est là où je pense que le métier de distilleur doit être vraiment fascinant. Même celui d'embouteilleur indépendant. C'est vraiment de la création, tu peux aller piocher un petit peu partout. C'est infini en fait comme combinaison. Ça doit être très enrichissant et vraiment ça doit être cool comme métier. Voilà, eh bien sachant qu'en fait le fût va apporter plus de 50% de l'arôme final du whisky, il était primordial quand même pour moi de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Mais ça fait longtemps que je vous en parlais et que je voulais vous la faire cette vidéo. Mais comme vous voyez, il y a eu beaucoup de choses à dire et encore j'ai fait que survoler, il y a d'autres choses un petit peu plus complexes. Mais dans l'idée, voilà. J'espère vous avoir apporté un petit peu de lumière et que vous aurez appris certaines choses. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié le moment, que je vous ai pas trop perdu dans certaines explications. Et je vous retrouve très bientôt pour la critique du prochain whisky qui aura subi une triple maturation. Maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Eh bien, ma foi, je vous dis à très bientôt. Et j'ai trouvé un petit leitmotiv de fin pour mes vidéos.
Pas au revoir Malte. Take my life today. The bullet go through my bones. Venture my friend. Stop my life right now. Ou le caractère, les saveurs boisées et les saveurs épicées. Les saveurs, ya! Ensuite, tandis que les saveurs épicées vont, elles, monter en puissance, tout le reste va perdre en intensité. Je dirais que je fais des arts martiaux, là. Pardon, pardon.